Pour comprendre l'esprit, il faut le devenir. Ici, ce titre est en relation avec une citation qu'a faite à un moment donné en conférence le philosophe jovialiste André Moreau, que j'ai entendu prononcer, et il disait que pour comprendre Dieu, il faut le devenir. Donc, si j'emploie le vocable ici, esprit au lieu de Dieu, ben, c'est possiblement la même chose. Donc, pour comprendre la dimension transcendantale de l'individu, sa contrepartie cosmique, eh bien, la personne doit le devenir. Il y a un processus d'intégration énergétique qui doit se faire pour que la personne, lorsqu'elle devient l'esprit, ben, elle vit le processus de la fusion à travers ça. Il y a une unification psychique, ce qui empêche ou qui bloque l'unification entre l'individu en tant qu'âme puis son esprit, ben, c'est le fait que la personne est astralisée et qu'elle a des difficultés à supporter la charge énergétique de son esprit. Donc, elle a de la difficulté à l'absorber à l'état brut, un peu comme, par exemple, quelqu'un qui boit de l'alcool, il n'est pas habitué. Donc, c'est sûr que si du jour au lendemain, on lui sert un alcool qui est très concentré, prenons par exemple de la vodka à 40%, ben, c'est sûr que ça risque de lui créer un choc si la personne est habituée de bière à boire une bière à 5% d'alcool. Et c'est un petit peu le même principe. C'est que pour que éventuellement l'individu devienne l'esprit, ben, il faut qu'il soit capable d'intégrer cette charge d'énergie-là. Et pour en venir à intégrer cette charge d'énergie, bien, l'esprit, en tant qu'énergie, va travailler l'individu pour le rendre à son image. D'ailleurs, dans la religion catholique, il y avait un adage qui dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et ici, par rapport au travail de l'esprit à l'égard de l'individu qui a à connaître son intégration de son vivant, j'aurais plutôt tendance à dire que Dieu, l'esprit, travaille l'individu pour qu'il devienne à son image, c'est-à-dire un être qui est libre de la forme. Donc, c'est ça le but de la fusion. Le but de la fusion, c'est que l'être humain vive un processus de transformation, de mutation intérieure qui lui permette d'intégrer la charge d'énergie que représente l'esprit. Et c'est un processus qui est particulier. Parce qu'à mesure que l'être humain devient l'esprit, à mesure que l'être humain perd son identification au collectif et s'individualise, et ne vit plus en fonction de référents extérieurs à lui, ne vit plus en fonction de la société, ne vit plus en fonction de conditionnements sociaux, mais devient de plus en plus singularisé, devient de plus en plus unique, comme son esprit, et il y a des changements. Ce qui donne une mesure du changement puis du passage du devenir entre l'individu qui est à un point A à sa naissance, dans son enfance, et qui va passer à un point B plus tard, ben, c'est que sa manière d'être, sa manière de parler, sa manière de vivre, son rapport à la consommation, tout ça va être chambardé, modifié à mesure qu'il intègre l'énergie de l'esprit. Puis plus qu'il devient esprit, plus qu'à ce moment-là, il devient capable d'absorber le réel pour ce qui est, de l'observer aussi pour ce qui est, sans que ça ait créé des chocs. Plus que la personne devient esprit, moins elle a des voiles, plus elle devient transparente, puis plus qu'elle perçoit la réalité pour ce qu'elle est. Elle n'a plus besoin d'être surprotégée, elle n'a plus besoin de se faire dire quoi faire, elle n'a plus besoin d'être encadrée parce qu'elle monte en intelligence. Pour devenir esprit, il est nécessaire et fondamental que l'individu développe un discernement, une intelligence grandissante à son image. Et c'est un processus qui est complexe, c'est un processus qui est exigeant parce que ça amène l'individu à développer une conscience transcendantale, c'est-à-dire qui est au-delà des limites du physique, au-delà des limites du fini. Mais c'est un processus qui est nécessaire en termes évolutifs parce que sans ce processus, l'individu ne sera jamais libre. Pour être libre de l'influence de l'esprit ou du caractère vampirique de l'esprit, ben, il faut le devenir. C'est-à-dire développer une intelligence qui est le résultat de son intégration pour faire en sorte que la personne ne peut plus être vampirisée. Parce que si la personne est inconsciente, elle peut se faire vampiriser dans le sens
se faire dépouiller de ses énergies vitales par des entités astrales qui vont l'amener à vibrer émotivement, être réactive émotionnellement, être décentrée. Lorsque la personne est plus décentrée par l'astral, ben, elle peut être encore décentrable par l'esprit. Puis lorsqu'elle est plus décentrable par l'esprit, ben, il n'y a plus de force qui peut la décentrer. Donc, à ce moment-là, elle a intégré ce qu'elle a intégré d'elle-même. Et c'est ça le but du processus, c'est que la personne devient un centre de gravité permanent qui est capable de rester stable psychiquement en dépit des conditions planétaires qui sont appelées à changer, à bouger au fil du temps. Devenir l'esprit, c'est assumer sa grandeur. Et ça, c'est quelque chose de particulier à vivre, parce que tant que la personne va chercher le support d'une chapelle théorique ou de se réfugier sous la tutelle d'un maître, d'un gourou, d'un coach, ben, la personne n'assume pas pleinement sa grandeur. Donc, devenir l'esprit, c'est devenir sa source à partir de laquelle la personne prend des décisions. Donc, elle ne se réfère plus aux autres, elle ne se réfère plus à l'environnement. C'est sûr que temporairement, elle peut bénéficier de l'intelligence des autres, tant que le processus d'intégration, mais éventuellement, la personne doit être capable de décider par elle-même ce qu'elle a à faire. Et à ce stade-là, il n'y a plus de décision qui est vécue au niveau de la réflexion parce que la personne est en état d'émission vibratoire. Donc, lorsque la personne devient lumière, comme l'esprit, eh bien, elle ne cherche plus la lumière. Autrement dit, c'est un petit peu comme l'affaire de tant que la personne, à quelque part, cherche l'esprit, c'est parce qu'elle n'assume pas qu'elle est esprit. Tant qu'elle cherche Dieu, c'est parce qu'elle n'assume pas sa propre grandeur. Tant qu'elle cherche la vérité, c'est parce qu'elle n'assume pas le fait qu'à quelque part, elle est réelle et elle a accès au savoir. Donc, lorsque la personne assume sa propre grandeur, ben, c'est là qu'elle interfère dans sa vie intelligemment et créativement, mais pour en venir là, c'est pas évident, parce que ça demande une très grande capacité d'affirmation de soi. Et c'est sûr ici, quand que je parle de devenir l'esprit, pour le comprendre, ben, c'est parce que c'est son intégration énergétique. Tant qu'il y a un décalage entre l'âme et l'esprit, il y a une dose d'incompréhension. Puis plus que le décalage est grand, puis plus que l'incompréhension est grande. Ce qui fait en sorte que si, par exemple, une personne commence à intégrer partiellement l'esprit, puis les gens de son entourage ne vivent pas ça, ben, il y a une tension énergétique, un décalage entre les gens qui intègrent ça, puis la personne qui ne vit pas ça. Parce que la personne qui intègre l'esprit en vient le comprendre. C'est un petit peu comme un extraterrestre ou une autre langue, le langage vibratoire. Donc, elle devient elle-même dotée d'une conscience vibratoire qui lui permet d'intercepter et capter les vibrations derrière les formes. Mais tant que la personne n'a pas cette capacité de perception occulte, elle perçoit les choses juste au niveau de la forme, comme beaucoup d'êtres humains sur Terre présentement. Donc, la personne qui vit ça peut comprendre celle qui ne le vit pas, parce qu'après tout, elle ne l'a pas toujours vécu dans son existence présente. Mais en contrepartie, la personne qui ne vit pas ça, c'est incompréhensible pour elle ce que vit l'autre parce qu'elle ne l'expérimente pas. Donc, c'est sûr que parler le langage de l'esprit à une personne qui n'a pas la capacité d'interception, parce qu'après tout, le semblable n'est connu que par le semblable, elle ne pourra pas comprendre, elle ne pourra pas intégrer, elle ne pourra pas capter l'énergie qui est derrière les mots qui sont utilisés. Donc, c'est ainsi. Puis plus que la personne devient l'esprit, puis plus qu'elle devient incompréhensible lorsqu'elle manifeste sa vibration pour les gens qui ne vivent pas ça. Puis plus qu'elle doit assumer l'individualité de sa conscience sans le support du collectif, parce que plus qu'une personne avance dans un processus d'intégration énergétique, moins elle peut avoir d'interlocuteurs. Puis plus qu'elle avance, moins il y en a. Fait que plus qu'elle a à assumer le fait que sur le plan de la conscience, eh bien, elle est seule. Mais en même temps, c'est le prix de la liberté. Dans le sens que l'individualité permet une individuation, donc se libérer de la soumission au collectif, au conditionnement, aux paramètres sociaux, qui peuvent avoir une certaine utilité. Par contre, ce qui arrive souvent, c'est que les éléments extérieurs à soi occasionnent chez l'individu
des décalages par rapport à la programmation qui provient de son esprit. Tant que la personne est programmée par l'astral puis l'environnement, ça sera jamais totalement adapté à son être réel. Ce qui va occasionner des tensions, ça peut occasionner des souffrances, des pertes d'énergie. Mais le plus dur pour l'individu, lorsqu'il vit le processus, c'est sûr que c'est à quelque part de confronter les peurs qui peut l'empêcher de devenir esprit. Parce que quelqu'un qui commence à connaître une mutation psychique, ça y parle intérieurement, il vit une communication télépathique avec une contrepartie de lui-même, il peut avoir peur de devenir fou. Il peut avoir peur de sombrer donc dans la folie. Mais il faut qu'il aille au-delà de ça, puis être capable de composer avec cette réalité-là tout en restant cohérent dans le mental, puis être suffisamment fort puis stable pour passer à travers différents volets de cette initiation individuelle, parce qu'après tout, l'esprit qui descend au sein de l'individu, c'est que l'ego est initié malgré lui à une énergie qui est différente de la sienne, qu'il doit intégrer, et il doit devenir ça. Qu'il le veuille ou pas, à un moment donné, c'est une nécessité évolutive, c'est une forme d'obligation. Si l'ego veut être libre de l'influence et du caractère vampirique de l'esprit, il n'y a d'autre choix que d'intégrer son intelligence, parce que sans ça, l'intelligence de l'esprit va toujours continuer à dominer ou à s'imposer à celle de l'ego. Donc, tant que l'ego n'intègre pas l'intelligence de l'esprit, il est soumis à elle, donc il n'est pas libre. Et c'est sûr que de réaliser le processus de la fusion qui amène l'individu à devenir autre chose, à connaître la mutation psychique, c'est pas nécessairement agréable. Mais en même temps, l'individu qui vit ça, il n'a pas le choix. Il sait que s'il n'intègre pas la puissance de l'énergie de l'esprit et la faire sienne, en développant une volonté suffisamment forte pour la contester, puis égaliser la relation avec cette puissance en lui, il est soumis à elle. Il vit un état de possession. Donc, il n'est pas libre. Puis tant que l'individu n'est pas libre, à ce moment-là, il va souffrir de l'énergie de l'esprit parce que il ne sera pas capable de la contenir. L'énergie va la charvoyer l'individu par rapport à certains mouvements qui sont pas nécessairement ajustés à son ego. Parce que quand la personne est inconsciente, elle se fait ajuster par l'esprit pour qu'éventuellement elle monte en conscience et elle ajuste son rapport à l'esprit. Donc, quand une personne est en phase de développement, elle vit des conditionnements en vue qu'elle soit ajustée par son environnement, mais éventuellement, l'individu doit ajuster son environnement et simultanément, l'individu doit ajuster son rapport avec son propre esprit. Donc, il doit ajuster la relation qu'il a avec lui, tant aussi longtemps qu'une séparation entre lui et l'esprit. C'est assez particulier d'aborder ce sujet-là. C'est sûr que c'est complexe, c'est abstrait. J'en conviens, puis c'est délicat. C'est sûr que dans le cas d'André Moreau, auquel je faisais allusion d'entrée de jeu, qui a mentionné en conférence l'adage qui dit que pour comprendre Dieu, il faut le devenir, puis ensuite il dit qu'il est Dieu, puis qu'il se sent Dieu. Ça a été interprété comme étant blasphématoire de dire ça. Donc, c'est sûr que les gens très religieux, pratiquants, peuvent très mal prendre ça, des propos comme ça, là, parce qu'ils peuvent voir ça comme une forme d'orgueil, une forme d'arrogance. Donc, c'est sûr que je comprends ça. Mais en même temps, tant que la personne se sent petit devant Dieu, puis que Dieu doit lui dire quoi faire, puis qu'elle est faible, puis qu'elle doit être sauvée par Dieu ou Jésus, ça la garde dans un état d'impuissance de nourrir ce type de pensée-là ou de croyance. Donc, c'est sûr que tout ça, dans le fond, la perspective dans laquelle il prononce ça, ça change le rapport à la réalité, où il vise à permettre à l'individu de s'approprier son existence au lieu d'être soumis à une autorité extérieure à lui. C'est sûr que si je l'amène sur un autre plan, tant que l'individu croit qu'il y a un moi supérieur qui est plus intelligent que lui, puis que lui, c'est le moi inférieur en tant qu'ego, à ce moment-là, ça le met dans une position précaire. À un moment donné, il doit assumer qu'en tant qu'ego, il doit monter en intelligence puis se développer à un point tel qu'il va égaliser, entre guillemets, le moi supérieur, l'esprit, la source, la divinité, pour l'intégrer. Autrement dit, devenir aussi gros, il me vient en tête l'image de poisson. Il faut qu'il arrête de penser qu'il est un petit mené, un petit poisson, puis qu'il devienne aussi gros que la baleine pour être capable d'intégrer le poisson
que ce soit la baleine ou un autre poisson. Donc, c'est sûr que si l'esprit, c'est un... Ah, c'est intéressant. Si c'est un 20 litres un 20 litres, on va prendre une image commune. Mettons, on achète une bouteille, puis elle comporte 2 litres d'un liquide quelconque, qui me vient en tête de la liqueur. Mais je bois pas de liqueur, là, mais c'est une image comme ça qui me vient en tête. Donc, si l'esprit, il représente un liquide de 2 litres en termes de quantité, ben, ça prend une bouteille qui peut contenir le 2 litres. Donc, c'est sûr que si on a une bouteille de 1 litre ou de 750 millilitres, ça ne fonctionne pas. Ou 350 millilitres non plus. C'est trop petit pour contenir l'immensité de l'esprit qui est un 2 litres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individu, en tant que contenant, en tant que bouteille, il doit prendre de l'ampleur. Puis pour prendre l'ampleur, il faut qu'il se déconditionne de l'environnement. Il faut qu'il arrête d'être soumis aux autres. Il faut qu'il arrête de se laisser se faire dire quoi faire par le gouvernement, par les gens de son environnement, puis qui développe l'intelligence, développe en tant que récipient, qui prenne toute son envergure, toute sa place. Parce que tant qu'il est écrasé, puis à plat ventre, puis soumis devant l'autorité de certaines personnes de la religion qui disent quoi faire, il ne prend pas toute son ampleur parce qu'il laisse le soin aux autres de décider à sa place. Ça, c'est un volet qui est intéressant à aborder. Et c'est sûr que, dans le fait, le processus de devenir l'esprit, c'est en lien avec l'intégration de son identité réelle. Et c'est là que la personne se donne. Elle se donne pas une entité, elle intègre l'énergie qui lui procure une entité lorsque l'énergie est absorbée par l'ego. Ouais. C'est intéressant. Le développement identitaire est la résultante de l'absorption de l'énergie de l'esprit par l'ego. Puis à partir de ça, il devient une coquille qui est pleine, un peu comme le conteneur de 2 litres qui contient le 2 litres, donc qui est à sa pleine capacité. Tandis que si c'est une petite bouteille, une petite canette de liqueur là, qui contient 350 millilitres, alors que la totalité c'est un 2 litres, ben, il en manque une grosse partie. Fait que là, la canette est petite par rapport à la contenu qui représente une bouteille de 2 litres de liqueur. Donc, il faut que, à un moment donné, la canette elle prenne de l'ampleur, puis pour prendre l'ampleur, ben, il faut qu'elle se développe. Il faut qu'elle soit capable de devenir un contenant de plus en plus stable pour contenir une grande quantité de substances. C'est-à-dire qu'elle développe une stabilité psychique. Ça passe entre autres par la capacité d'encaisser les chocs du quotidien qui sont des éléments précurseurs qui peuvent être des choses qui servent éventuellement à favoriser la descente de l'esprit au sein de l'individu, parce que le choc plus grand qu'un individu peut connaître dans son existence, c'est pas d'être confronté à des événements de vie. Quoique c'est intéressant de l'aborder parce que il y a des implications vibratoires derrière ce que je dis, là. Vous voyez, ça bloque un peu. Des fois, Le choc le plus grand qu'une personne peut vivre de son existence, c'est d'intégrer l'énergie de l'esprit. La personne peut vivre des pertes financières, perte d'argent, elle peut perdre son conjoint, elle peut perdre ci, elle peut perdre ça, mais d'intégrer l'énergie de l'esprit, c'est un esti de choc, c'est un gros choc. Une grande intensité d'une grande ampleur, puis ensuite travailler à partir de cette présence-là qui nous habite. Ça demande beaucoup de force de volonté. Puis plus qu'on devient l'esprit, puis plus qu'on devient étranger aux autres. Mais lorsqu'on ne vit pas l'esprit nous apparaît comme étant étranger, surtout au début du processus, parce que la façon de procéder de l'esprit est extrêmement différente de celle de l'être humain ordinaire, qui fonctionne en fonction de mémoire ancienne, de conditionnements sociaux. Parce que l'esprit opère à partir de la créativité pure qui est au-delà de la forme. Donc, l'esprit cherche à s'exprimer à travers la forme, la transformer, la muter pour tout le temps l'ajuster à lui. Et l'individu qui devient esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il ajuste la réalité en fonction de sa vibration. Il fait des mouvements individuels dans ce sens-là. Ça peut être de modifier sa relation à l'argent, modifier son rapport à la nourriture, modifier son rapport à la sexualité, modifier son rapport à la consommation, modifier son rapport à l'écoute de films, et ainsi de suite. Donc, l'esprit amène l'individu à s'altérer, à s'ajuster, mais éventuellement, l'individu doit ajuster l'esprit. Puis ça, c'est le bout qu'il n'est pas tellement enseigné dans le monde, là, à ma connaissance. Là. C'est très rare qu'on parle de gens qui vont parler
de l'importance d'ajuster l'esprit à soi. Pas juste à se faire ajuster par l'esprit, mais qu'il y ait un renversement de la situation évolutive qui s'opère. Et ça, c'est le bout qui est intéressant parce que ça représente le début du passage de l'individu à l'évolution, qu'il y a un changement. Puis là, ça commence par différentes choses. Donc, ça commence par l'expression de l'ego vers l'esprit de ses besoins pour que ça soit respecté. Puis ça amène l'ego à recadrer l'énergie qu'il porte en lui puis sa puissance. Si elle a à être recadrée. Mais devenir l'esprit, c'est devenir quelque chose de différent à la nature humaine comme elle a été programmée pendant le passé, pendant des siècles et des siècles. C'est sortir de certains conditionnements issus de l'inné et de l'acquis, donc conditionnement biologique, conditionnement aussi psychologique qui provient du contexte social, culturel, familial, pour fonctionner à partir d'un point de référence qui est au-delà des paramètres planétaires pour éventuellement développer une mentalité cosmique. Mentalité cosmique, c'est pas tout à fait ajusté, c'est pas avoir une psychologie cosmique parce que ça serait d'entretenir des formes en relation avec le cosmos. Non, c'est de intégrer l'énergie de nature cosmique en soi pour qu'elle se manifeste dans son déploiement créatif réel. Devenir l'esprit, c'est devenir réel par rapport à soi. C'est sûr que c'est d'aller intégrer ce qui est en soi au lieu de chercher les réponses puis le support à l'extérieur. Ouais. Bon, je vais arrêter là-dessus. C'est pas évident de parler de ces choses-là. J'essaie de voir où est-ce que je peux aller plus loin, puis plus loin, puis plus loin. Mais à un moment donné, il y a un phénomène de saturation. C'est sûr que, bon, l'exposé que je fais depuis tantôt sur la question de devenir l'esprit, c'est complexe. Quand je regarde ça d'un esprit autocritique, ben, en fait, l'intégration se fait à travers des gestes dans le quotidien qui sont l'expression de l'affirmation de son individualité. Ça peut être d'arrêter d'acheter certains vêtements parce que les autres achètent ça. Ça peut être d'arrêter de suivre la mode. Ça peut être d'arrêter d'écouter les bulletins de nouvelles parce que les gens de son environnement écoutent ça. Ça peut être d'arrêter de manger de la viande. Ça peut être de... Il y a un mouvement qui s'opère, qui doit s'opérer au sein de l'individu, qui est l'affirmation en action de son individualité. C'est un détachement par rapport à toute autorité auquel l'individu pouvait se greffer à l'extérieur de lui pour retrouver à quelque part son autonomie qu'il se donne lui-même. En développant en conscience puis en prenant de l'expansion pour devenir un contenant de plus en plus vaste, générateur de contenu aussi vaste que peut l'être cet être. En ce sens que quelqu'un qui prend de l'expansion un peu comme une balloune, ben à ce moment-là, il y a de l'espace en son sein pour intégrer l'énergie puis être capable de la rayonner comme un soleil. Parce que c'est un phénomène d'intégration énergétique. Plus la personne intègre de l'énergie, plus qu'elle peut par la suite la rayonner. Puis l'individu devient l'image de l'esprit dans le sens qu'il devient un foyer de rayonnement énergétique. C'est le but de l'objectif. Donc, de cette transmutation, ce parcours de changement interne et externe. Plus l'individu devient l'esprit, et plus il devient capable de manipuler l'esprit qui autrefois le manipulait sans qu'il en soit conscient. Donc, autrement dit, plus il devient conscient de la présence de l'esprit qui va orchestrer des événements dans sa vie, des situations, plus il va être capable de le contester et monter en puissance pour être capable de le manipuler au lieu d'être tout simplement victime de ses manipulations. Donc, une phase dans le processus où l'esprit devient l'objet de l'influence de l'individu qui interagit avec lui et qui va développer à son égard un rapport d'autorité qui va permettre à l'individu de monter en intelligence,
d'intégrer davantage l'intelligence de l'esprit à mesure qu'il conteste, parce que plus qu'il conteste l'esprit, puis plus que l'esprit peut chercher différentes manigances, différents tours pour lui dévoiler à lui-même ses failles, donc ses zones de vulnérabilité, puis plus qu'il devient intelligent pour voir clair dans ses zones de vulnérabilité, et plus qu'il peut les dépasser, et plus qu'il les dépasse, puis plus qu'à un moment donné, il devient plus manipulable par l'esprit, et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de manipuler l'esprit en contrepartie, en réaction à ces manipulations, parce qu'il y a une unification, il y a une harmonisation des deux énergies suite à des échanges qui ont eu cours pendant un certain laps de temps, qui est la période qui se rapporte au processus du rapport de force qui s'opère au sein de l'individu qui en vient contester l'esprit. Parce que tant que l'individu est soumis à l'énergie de l'esprit ou à d'autres forces qu'il va diviniser ou mettre sur un piédestal, il ne sera jamais libre. Donc, il faut que la personne se donne la liberté dans un esprit de contestation. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aimeront pas nécessairement entendre ce type de propos-là. Mais les observations que j'ai faites, c'est que la liberté ne vous est pas donnée. Il faut la prendre. Si vous attendez la liberté, que les gens vous donnent la liberté sur un plateau d'argent, vous risquez d'attendre longtemps. Si vous attendez après l'esprit, c'est la même chose. Donc, un mouvement de mise en action de l'individu qui doit affirmer sa volonté, se faire respecter pour monter en puissance et en autorité. Et sans cela, pas de liberté possible ou imaginable. L'individu devient tout simplement à ce moment-là dans un état de léthargie, dans un état de soumission, dans un état éventuellement d'inertie, parce que il est pas capable de faire face à sa source et d'intégrer son énergie en développant une volonté qui lui permet son absorption, parce que sans l'intégration du principe de la volonté, l'individu ne peut pas devenir un contenant apte à intégrer l'énergie de l'esprit, parce que pour intégrer une grande descente d'énergie, il faut une solidité de la forme pour pas qu'elle éclate. Donc le corps biologique de l'individu, son âme en tant que telle, c'est une forme. Puis plus que la forme devient solide, et plus qu'à ce moment-là, elle peut intégrer une grande charge d'énergie inversement proportionnelle. Et la solidité de l'ego se vérifie dans l'affirmation de sa volonté. Tant que les gens vont croire, c'est pas tout le monde, mais il y a certaines personnes qui croient que l'ego c'est pas beau, c'est pas bon, qu'il doit se dépouiller de l'ego pour parvenir à la conscience. À ce moment-là, il se met dans une situation de précarité. Si la personne croit que elle doit arrêter d'affirmer ses besoins puis de se soumettre à ce que les gens lui disent à l'extérieur au nom de Dieu, ou doit se soumettre à ce que ça dit intérieurement, puis elle n'est pas capable de contester, elle est soumise, elle n'est pas libre. Donc la soumission ne donne pas accès à la liberté. La soumission donne accès à un état d'impuissance, un état dans lequel la personne peut croire qu'elle évolue ainsi. Mais si son taux vibratoire n'augmente pas, si elle n'a pas une énergie vitale qui est grandissante, il y a quelque part, il y a anguille sous roche. De toute façon, il y a des gens pendant des millénaires se sont soumis à certaines croyances et pratiques religieuses, et ces gens-là ne sont pas devenus libres, puis ils se réincarnent. Mais à un moment donné, quand la personne sature de ça, elle a d'autre choix que de changer de comportement. Et c'est là que commence le rapport de force entre elle et l'esprit. Et c'est sûr que les gens, de parler de rapport de force, puis d'affirmation de soi, de contestation, je sais très bien que beaucoup de personnes vont être très rébarbatives par rapport à cela. Ils n'auront pas envie d'entendre ça. C'est un petit peu comme la personne qui est assise en train de caresser son chat sur son divan et de lui dire que pour devenir en forme là, sur le plan physique, il faut qu'elle se lève. Il faut qu'elle fasse des exercices d'entraînement, il faut qu'elle pratique le jogging. Et si elle ne fait pas ça, la force ne viendra pas à elle. Donc, autrement dit, il faut qu'elle se mette en action. Et c'est la même chose pour l'intégration de l'esprit. Et la mise en action vient dans l'engagement de l'individu à faire une lecture vibratoire, des pensées qui sont acheminées, à agir en fonction de celles qui sont les plus vibrantes, pour se construire à partir de ça une individualité qui est forte. Tant que l'ego pense et croit que d'avoir une individualité qui est affirmée, c'est mauvais, elle s'auto-sabote. C'est comme quelqu'un qui, par exemple,
va crever les pneus de son véhicule dans l'espoir que ça va lui permettre de rouler. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si la personne croit que l'ego c'est mauvais, qu'elle doit se dépouiller de l'ego, de son individualité pour accéder à la conscience, ben elle s'auto-sabote. C'est comme quelqu'un qui prendrait un marteau puis sera prêt sur son pied en utilisant sa main. Il y a un auto-sabotement, ça mène nulle part. Il faut que l'ego croisse en harmonie avec l'énergie de l'esprit pour se libérer de l'influence des entités astrales, du conditionnement qui provient de cette réalité énergétique plus basse en vibration, pour éventuellement ne plus être manipulable par l'astral, plus manipulable aussi par l'esprit. Les manipulations de l'esprit, bien sûr, étant plus sophistiquées que celles de l'astral, étant donné que les manipulations faites à partir des entités astrales sont en relation avec l'utilisation du mémoriel du passé. Donc, c'est pas créatif. Tandis que des manipulations créatives, de s'y ajuster, ça demande beaucoup plus d'intelligence et de rapidité. Parce que quelqu'un qui maîtrise le passé et le mémoriel qui s'y rapporte va être confronté à une manipulation qui provient de l'astral. On la voit venir rapidement, c'est prévisible, c'est souvent des mêmes patterns. Tandis que quand c'est de l'esprit, ça peut être imprévisible. Puis c'est là que la personne voit sa mesure de sa capacité d'encaisser les chocs, sa rapidité à faire face au réel sans tomber dans un mode réflectif, passif, figé. Et c'est ça qui lui donne une mesure de l'intégration réelle de l'esprit. C'est une rapidité à composer avec l'événement oppositionnel ou la pensée à l'intérieur de lui. Puis l'esprit peut se servir de l'événement oppositionnel, puis il peut se servir de la pensée pour amener l'individu à monter en intelligence. Si il développe en proportion de capacité de contestation, parce qu'en ça, il développe une stagnation énergétique. S'il fait face à l'adversité, il n'est pas capable de se relever, puis il se sent victime, ben là, il y a une dégradation énergétique qui s'opère. Mais c'est ça l'essentiel du processus. Donc, c'est ce qui va compléter là, pour le vrai là, cet enregistrement. Je vous dis à bientôt et merci de votre écoute. Au revoir.